Bonjour, je suis Sonia Dely, conseillère soutien aux communautés chez Avenir d'enfants et aujourd'hui je suis accompagnée de Madame Marie Réaume qui est directrice du réseau pour un Québec famille ainsi que de Caroline Chassé qui est attachée à la direction générale du réseau pour un Québec famille. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire qui porte sur la préparation du sommet pour la famille. Cet événement, comme vous le savez sans doute déjà, se tiendra les 14 et 15 mai prochains à Saint-Hyacinthe. Il vise à construire un discours commun auprès des différentes organisations qui œuvrent auprès des familles et de formuler des recommandations fortes à porter auprès de nos décideurs en vue des prochaines élections provinciales. L'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter avec vous du contenu du sommet et de vous aider à vous préparer à votre participation. Donc aujourd'hui, nous avons en ligne différentes personnes. Nous avons des partenaires des regroupements locaux, des partenaires des projets en innovation et aussi des Premières Nations. Et nous avons fort probablement aussi des partenaires du grand public puisque le webinaire a été annoncé via notre page Facebook. On vous souhaite la bienvenue. Avant de commencer puis donner la parole à nos invités aujourd'hui, je vous inviterai simplement à poser vos questions dans le chat qui se retrouve dans votre écran en bas à gauche. Donc, on prendra vos questions là, pendant leur présentation et il nous fera plaisir de les poser par la suite d'ici la fin du webinaire. Je vous laisse la parole, mesdames. Merci Sonia. Alors, le Réseau pour un Québec famille, c'est un organisme qui regroupe principalement des associations nationales comme par exemple la QCPE, la Fédération des organismes communautaires familles, le Réseau des haltes garderies, la Fédération des commissions scolaires, des comités de parents qui sont concernés par la famille. Et on a décidé de mettre en place le sommet de la famille pour discuter, comme l'a dit Sonia, des différentes recommandations à faire afin de répondre adéquatement aux besoins actuels des familles d'aujourd'hui. Comment ça a commencé? C'est qu'on a réalisé qu'au Québec, les dépenses des ménages, donc essentiellement les dépenses de consommation des familles, qu'on pense au logement, à l'énergie, au transport, à l'alimentation, aux loisirs, ça représente près de 60% du produit intérieur brut. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer la présentation à vous parler de statistiques économiques, mais c'est quand même un élément qui est important, puis qu'on n'est pas tellement habitué d'utiliser dans nos présentations, mais ça nous rappelle quand même que, ou ça met en évidence quand même que la famille, c'est un acteur économique important dans notre société. On sait déjà que la famille est un acteur social important, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'entraide, de loisirs, de culture, où la famille, finalement, va toujours agir comme relayeur des services entre l'État et les membres qui la composent. Qui nous a amené à réaliser qu'aussi surprenant que ça paraisse, presque toutes les décisions importantes qu'on prend dans notre vie sont des décisions familiales et pas des décisions individuelles. Je pense que tout le monde réalise qu'à partir du moment où tu as des enfants, tes décisions vont être prises où tu vas habiter, comment tu vas te déplacer, même le travail que tu vas choisir de faire. Tu ne prends plus ces décisions-là de façon autonome, tu prends en compte l'ensemble des besoins de la famille. Donc, en réalisant ça, on a aussi vu que la famille, comme entité, était vraiment rarement représentée dans les discussions qui mènent aux décisions sociales, politiques ou économiques. On est entré dans une ère où il y a une approche traditionnelle par clientèle qui fait en sorte que les politiques publiques sont conçues la plupart du temps en fonction de groupes d'individus et rarement en fonction des familles. Pourtant, les familles ont des besoins qui leur sont spécifiques dans le sens où
Bien, une famille peut avoir, oui, un enfant 0,5 ans, un autre qui est d'âge primaire. Il y a même avec les familles recomposées des besoins multiples qui s'étalent sur un ensemble de cycles de vie et on les prend rarement en considération. C'est donc en considérant le poids de ces responsabilités-là qui incombent aux familles qu'on a décidé d'organiser ça pour aider les familles à jouer pleinement leur rôle. C'est certain qu'au Québec, on ne part pas de zéro. On est un des endroits où, au Canada, ou même dans le restant des États-Unis, où on a les politiques publiques les meilleures envers les familles. Mais il reste maintenant selon nous, adapter ces politiques-là pour vraiment soutenir les familles dans l'ensemble des zones où elles ont à intervenir. Donc, pour répondre à ça, on pense qu'il est nécessaire que le Québec se dote, poursuive le développement social, puis qu'on ait une vision d'ensemble qui permette de traiter tous les enjeux de la famille dans leur globalité. L'année dernière, on a fait des colloques inversés qui nous ont permis d'entendre des familles à différentes étapes de vie. Puis, une des choses qui nous a surpris, outre le fait que les familles comptent vraiment sur elles-mêmes sont portées à se mettre beaucoup de choses sur les épaules, c'est que le fait que les politiques soient toutes conçues en silos font qu'une famille qui vit diverses réalités, ben, passe son temps à raconter son histoire d'une façon différente à des intervenants, que ce soit dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, au service de garde. Tout est un peu fracturé alors que ce n'est pas la réalité des familles. On a aussi réalisé qu'il y avait un contexte qui semblait favorable actuellement. Bon, on le sait, il y a des élections qui s'en viennent, mais outre ça, l'économie se porte plutôt bien. Le gouvernement du Québec a complété sa révision des structures de l'État. Ça a été des années passablement difficile, mais là, on s'engage dans une autre période. À preuve, c'est toute la sortie de nouvelles politiques gouvernementales comme la prévention en santé, sport et loisirs, réussite éducative, la stratégie pour les 0-8 ans, les éléments d'égalité entre les femmes et les hommes, puis on attend aussi une politique en conciliation famille-travail. Comme on peut le voir, c'est toutes des politiques qui concernent directement les familles. Puis, on pense que l'efficacité de ces politiques-là pourrait être rehaussée par une approche plus transversale des besoins de la famille. Il y a un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est la génération des milléniaux qui arrive. Et ces derniers ont vraiment des attentes différentes en matière de famille, puis ça vient un peu rebrasser les cartes, là. On a vu aussi, par exemple, un exemple qui peut sembler un peu cocasse, mais qui traduit aussi la réalité. L'année dernière, il y a eu des mouvements de grève au niveau des travailleurs de la construction et étonnamment, on s'est retrouvé avec des revendications au niveau de la conciliation famille-travail, ce qui était pour le moins surprenant dans un milieu d'hommes. On a longtemps associé ce dossier-là aux femmes, mais on sait qu'aujourd'hui, les parents se voient maintenant comme des partenaires dans l'éducation des familles. On a le régime québécois d'assurance parentale qui a contribué à renforcer l'engagement des pères. Donc, c'est des éléments qui modifient complètement notre façon de voir et d'envisager les différentes politiques en fonction des familles. Par ailleurs, le réseau pour un Québec famille a commencé dans les 2 dernières années à se manifester dans les médias. On a produit une dizaine de lettres sur différents sujets qui, je dois le dire, tournaient souvent autour de la conciliation famille-travail. C'est vraiment un domaine sensible actuellement.
Et on a produit une série de lettres ouvertes et la majorité de ces lettres ouvertes-là ont été publiées dans les quotidiens majeurs du Québec, ce qui nous laisse penser qu'il y a un appétit aussi du côté des médias pour entendre parler des réalités des familles et d'amener ces éléments-là au niveau de l'ensemble de la société. C'est donc tout ça qui nous a amené à percevoir qu'il y avait un alignement des planètes intéressant qui était en train de se produire pour placer les enjeux des familles au cœur des priorités sociales. On a donc vu là une opportunité à saisir pour mettre en commun l'expertise de tout le monde au service d'un plaidoyer concerté pour arriver à réclamer des choses qui correspondent vraiment aux familles. Puis, on a aussi entendu pendant les colloques inversés, alors qu'on demandait aux gens, oui, mais les familles, comment vous trouvez que vous êtes perçus dans la société? Puis, il y a quelqu'un qui l'a dit carrément, ben, si elle n'avait pas dit, j'oserais pas, mais qui a dit, en fin de compte, ben, pendant le temps des élections, on entend parler des familles, puis souvent après ça, ben, ça se réduit, puis on sent qu'on est vraiment moins important et moins considéré. Donc, pour que le réseau soit en mesure de continuer d'exercer son leadership au niveau de la place des familles, on a décidé de réunir l'ensemble des intervenants autour de la recherche de solutions concrètes aux difficultés des familles qui ont été exprimées lors des colloques inversés. C'est donc dans cet esprit-là qu'on invite l'ensemble des partenaires du secteur, de la famille, de la petite enfance et même de l'ensemble des autres étapes de vie ou réalité des familles, à venir identifier les conditions pour que les intérêts des familles soient reconnus par les décideurs à la hauteur de la contribution de ces dernières à la vie sociale et économique du Québec. De venir imaginer les éléments de politique publique concrets pour améliorer le soutien aux familles, puis aussi insuffler une vision globale qui va placer les familles au cœur des préoccupations en matière de solidarité et de développement social. Donc, on a décidé, à partir de là, de structurer les enjeux autour de structurer le sommet autour des principaux enjeux concrets des familles. On sait que ces enjeux-là sont complexes parce qu'ils touchent plusieurs facettes de l'action gouvernementale, que ce soit la famille, l'éducation, la santé, la fiscalité, le travail, l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis que ça couvre plusieurs clientèles, les enfants, les parents, les mères, les pères, les aînés, les proches aidants aussi. Parce qu'on considère que cette partie-là de la vie aussi fait partie des réalités des familles. Donc, en partant de mesures qui s'adressent aux individus, on essaie de voir comment on peut structurer les choses pour que l'ensemble des personnes qui composent la famille soient considérées. C'est pourquoi on a décidé de structurer le sommet d'une manière différente. C'est sûr que normalement, quand on voit des événements qui s'intéressent aux conditions de vie des familles, on va voir des choses qui sont structurées en fonction de petite enfance, le niveau de la moyenne enfance, si on peut dire. Ensuite, les parents qui ont des adolescents, les parents qui vivent avec des réalités où il y a des familles où il y a de la proche aidance qui doit se développer, ou encore on va voir des éléments centrés autour de la santé, l'éducation, tous les domaines que j'ai nommés. Là, on s'est dit, mais si on veut sortir des silos, il faut aussi amener une pensée différente. C'est pourquoi on a plutôt articulé ça en fonction des rôles de la famille. Donc, en voyant les familles comme étant un des principaux acteurs du domaine économique, on pense qu'elles ont besoin pour jouer ce rôle-là, elles ont besoin de soutien pour jouer ce rôle-là. Je vous inviterai juste à penser à l'impact qu'une hausse des taux d'intérêt peut avoir
quand on considère le taux d'endettement des familles. Ou encore le fait que, bien souvent, oui, on a des enjeux de conciliation famille-travail, mais il faut aussi penser que, d'une part, le prix de l'énergie, le prix des logements, le prix des aliments, tout a quadruplé dans les dernières décennies, mais le salaire des personnes a seulement doublé. Donc, on comprend vite que pour maintenir un niveau de vie, les familles doivent être à 2 gagne-pain. On ne peut pas penser que c'est seulement un gagne-pain qui va réussir à faire vivre adéquatement la famille. Pour venir nous parler de ça, on a invité l'économiste Yannick Marcil qui va, en début de sommet, nous présenter ses réflexions sur la part importante que jouent les familles dans l'économie, mais aussi comment on pourrait contribuer à les soutenir. On dit aussi que les familles sont le relayeur des services sociaux aux citoyens dans une certaine mesure. C'est vrai. Je veux dire, oui, l'éducation peut fonctionner, mais les parents doivent être des contributeurs, doivent participer à toutes les démarches liées à l'éducation. Pensez aux parents qui ont des enfants avec des besoins spéciaux. Oui, on a des spécialistes qui vont nous aider quand on réussit à avoir accès aux services, mais il y a un travail important qui doit être effectué encore là par les familles. Donc, l'invité qui va venir nous parler de ça, c'est, je pense, quelqu'un que vous connaissez bien, Julie Dostalaire, qui est la directrice d'Avenir d'enfants. Donc, elle sera là le lundi matin en avant-midi pour nous parler de cette question-là. On sait aussi que les familles sont au cœur de l'organisation des milieux de vie. Donc, on a dit tantôt que les familles, c'est elles qui décidaient de l'endroit où elles souhaitaient s'installer, de la communauté dans laquelle elles désiraient vivre quand ils ont la capacité de faire ces choix-là. La notion de communauté est grandement en train de changer. Il y a aussi des choses qui se passent à ce niveau-là, au niveau de la gouvernance de proximité, au niveau des municipalités. Puis c'est pour cette raison-là qu'on a invité Alexandre Cusson, qui est le président de l'Union des municipalités du Québec et qui est aussi le maire de Drummondville, à venir nous parler du rôle des familles dans le développement des communautés. Enfin, on sait que les familles sont le vecteur principal des relations entre les générations. Ils sont aussi responsables de la transmission de la culture, des valeurs sociales, puis que ça nécessite l'inclusion des générations, des communautés ethniques, culturelles, de l'ensemble de ces questions-là. Et c'est Mme Marie Grégoire qui va venir nous parler de cette question-là la première journée. Donc, une des conditions de réussite de ce sommet-là, ça va être de nous permettre de dépasser les simples états de situation, puis on souhaite vraiment aboutir avec des propositions concrètes qui vont nous aider à développer des éléments de politique en soutien aux familles et aux membres qui la composent. Alors là, je passerai la parole à Caroline qui va vous entretenir un peu plus directement là, de la dizaine d'ateliers qu'on a développés à votre intention. Merci Marie. Donc, en réalité, la façon dont on a souhaité travailler au sommet, c'est de faire participer tout le monde. Donc, évidemment, il y aura les conférenciers la première matinée et l'après-midi du lundi ainsi que le mardi matin seront destinés, dans le fond, aux ateliers auxquels tout le monde s'inscrit, participe. Et là, on veut en fait participer activement pour en aboutir aux recommandations qu'on souhaite amener, aux propositions qu'on souhaite amener à la fin. Donc, en lien avec les 4 conférenciers, il y aura 4 thématiques pour lesquelles différents ateliers auront lieu. La première thématique, dans le fond, est le rôle économique. Donc, quelles sont les mesures qui permettraient aux familles de jouer efficacement leur rôle de principal acteur économique, qui va se décliner, en fait, en différents ateliers. Un va porter sur l'environnement fiscal des familles. Donc, à partir du constat où le Québec s'est donné un ensemble de mesures de soutien aux familles, dont les allocations familiales, les programmes de crédit d'impôt,
les services de garde éducatifs aussi. On va se questionner. Différentes questions, dans le fond, pourront être traitées, comme exemple, veut-on réduire le fardeau fiscal ou donner davantage de services aux familles? Comment est-ce qu'on pourrait optimiser, dans le fond, le panier de services afin de mieux soutenir les familles dans leurs responsabilités quotidiennes? Donc, c'est le genre de questions auxquelles on va vouloir mettre tout le monde à contribution et voir quelles sont les solutions, les pistes ou les propositions qui pourraient en ressortir. On parlera aussi de la consommation et de l'économie à travers un autre atelier où, dans le fond, comme le disait Marie tout à l'heure, la famille a souvent peu d'emprise sur les décisions économiques. Donc, comment on peut mieux intervenir sur les problématiques d'endettement des familles? Comment on peut trouver des solutions à cette problématique? Comment on peut améliorer l'accès au travail pour les familles plus vulnérables aussi? Donc, des questions fondamentales qu'on travaillera ensemble. Un troisième atelier portera aussi sur la conciliation famille-travail-études. Donc, nouvelle appellation. Souvent, le mot études se retrouve à la fin de famille-travail, ce qui est très, très bien, parce que c'est la réalité de plusieurs de nos familles. Donc, je ne veux pas répéter ce que Marie a dit, donc je vais juste descendre à des éléments de questions qui pourraient ressortir sur comment peut-on influencer les entreprises de toute taille et de tout type aussi pour qu'elles adoptent des meilleures pratiques en matière de conciliation famille-travail-études. Donc, une nouvelle réalité là, qui nous préoccupe. La deuxième thématique sera le rôle social. Donc, quelles sont les mesures qui permettraient aux familles de jouer efficacement leur rôle de premier intervenant en matière sociale? Un atelier portera sur l'organisation transversale des services aux familles. Donc, dans les témoignages qu'on a reçus, il y a plusieurs familles qui déplorent le manque de cohérence entre les services offerts par les différentes composantes de la machine gouvernementale, ce qui nuit parfois là, beaucoup à l'efficacité. Donc, exemple de question, quelles devraient être les bases d'une véritable approche interministérielle en matière de famille qui puisse permettre de briser les silos dans l'organisation des programmes? Comment aussi s'assurer que chaque politique gouvernementale soit analysée sous l'angle des impacts sur les familles? Donc là, il y a peut-être encore des pistes très intéressantes sur lesquelles vous pourriez grandement nous aider, nous alimenter. Il y a aussi un atelier qui va porter sur le continuum de services à travers les cycles de vie. Donc, on sait, les familles vivent différentes situations, parfois simultanément aussi, dans les cycles de vie. Donc, les besoins couvrent l'ensemble d'un continuum et ça amène souvent des enjeux de cohérence, là, particulièrement au niveau des transitions. Donc, comment adapter les mesures de soutien aux familles pour tenir compte de ce continuum du cycle de vie? Donc, on parle là, bien entendu de la périnatalité, de la petite enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, des aînés. Quelles seraient les mesures qui permettraient aux familles de vivre des transitions plus harmonieuses entre les cycles de vie? Un autre atelier portera sur un meilleur accès aux services. Donc, on se rend compte qu'à travers la révision des finances de l'État et les compressions budgétaires effectuées au cours des dernières années, qui ont été faites, dans le fond, ont malheureusement réduit le service direct à la population à certains niveaux. On va prendre à titre d'exemple, il y a moins d'orthophonistes qui sont disponibles. Il y a aussi la fin du tarif universel pour les CPE. Donc, ceci a engendré différentes problématiques. Maintenant, basé sur votre expérience, quels sont les services aux familles pour lesquels l'accès est le plus problématique et sur lesquels il faut intervenir de façon prioritaire? Est-ce qu'on est capable de prioriser ces besoins-là? Dans quelle mesure l'organisation des services peut-elle être révisée afin de rendre l'accès plus fluide, plus simple, plus cohérent pour les familles? Comment on peut faciliter l'accès? Troisième thématique portera sur le rôle communautaire. Donc, quelles sont les mesures qui permettraient de développer des communautés adaptées aux besoins des familles? Un atelier portera sur le déploiement du soutien communautaire. Donc, excusez-moi, type d'exemple de questions qui pourraient être travaillées. Quelles sont les missions essentielles assumées par le secteur communautaire qui doivent bénéficier d'un financement public accru? Quelles initiatives porteuses ou innovantes pourraient mettre la part de nouvelles sources de financement autonomes pour le secteur communautaire sans compromettre sa spécificité? Donc, des belles pistes de réflexion encore là.
Un atelier portera sur les environnements favorables aux familles. Donc, un peu pour rejoindre ce que Marie disait tout à l'heure, comment on peut... le milieu de vie, le choix d'un milieu de vie est une décision fondamentale pour les familles, ça on le sait. Maintenant, on veut des installations, des services qui permettent de vivre sainement et de pratiquer des loisirs, mais aussi d'éduquer les enfants et de participer à la vie collective. Ceci dit, comment pouvons-nous organiser les milieux de vie afin que ceux-ci répondent mieux aux besoins des familles, notamment en matière de loisirs, de transport, de logement, etc. Et quel devrait être le rôle des municipalités dans une stratégie globale visant les familles? La quatrième et dernière thématique portera sur le rôle de transmission des valeurs et de la culture. Donc, quelles sont les mesures qui permettraient de développer des communautés adaptées aux besoins des familles? Un atelier va porter sur la famille au cœur de la vie citoyenne. Donc, on sait, la famille est un véritable agent de cohésion sociale. Si elle est outillée adéquatement, elles peuvent contribuer à favoriser une vie citoyenne beaucoup plus riche, plus épanouissante pour le bien-être de l'ensemble de la collectivité. Maintenant, comment peut-on faciliter les liens intergénérationnels à l'intérieur de ces familles? Aussi, comment pouvons-nous mieux soutenir les familles pour favoriser l'adoption de saines habitudes de vie par la population, à titre d'exemple? Autre atelier, valoriser et soutenir une diversité de formes et de rôles familiaux. Donc, on sait qu'en à peine une génération, les familles québécoises se sont profondément transformées. Il y a des familles monoparentales, recomposées, homoparentales, etc. Donc, il y a aussi des rôles qui se transforment à l'intérieur même de la famille. Bref, les familles changent, mais on a souvent l'impression que la société tarde à s'adapter. Est-ce qu'on doit revoir certaines lois ou certaines pratiques afin d'assurer que toutes les familles, peu importe le modèle, aient accès aux mêmes avantages? Comment faire en sorte que les familles immigrantes aussi puissent mieux s'intégrer? Comment mieux intégrer la paternité dans les politiques publiques et dans les pratiques des organisations qui soutiennent les familles? Donc, nombreuses questions ici là qui seront très, très intéressantes à explorer. Donc, je le répète, ces ateliers-là, on va vouloir les travailler avec vous. Où est-ce que, puis l'intention de ce webinaire-là, c'est justement de pouvoir vous alimenter un peu pour que vous puissiez avoir des réflexions et pouvoir arriver mieux préparé dans le fond pour qu'on puisse avoir un bon moment de travail tout le monde ensemble sur des réponses qu'on pourrait apporter à ces types de questions-là. Alors, en conclusion, votre contribution est essentielle. C'est certain que, comme j'expliquais au début, je pense qu'il y a des gens qui se sont sentis moins interpellés parce que si on ne parlait pas spécifiquement d'éducation ou de services de garde ou d'éléments de ce genre-là. Je pense qu'on a vraiment besoin de vous autres pour mettre de l'avant les réalités des familles avec de jeunes enfants, pour mettre de l'avant aussi l'étape de l'importance de cette étape-là qui est fondamentale dans la vie de la petite enfance, puis pour partager votre expérience et contribuer à cerner les enjeux spécifiques. Donc, c'est certain que si ceux qui travaillent au niveau des familles avec des petits-enfants ne sont pas là, ben il n'y aura personne pour parler de ça, puis on pourrait se retrouver avec une politique familiale qui parle juste des aînés. C'est pas, je pense pas que ce soit souhaitable. Donc, plus vous serez nombreux, mieux vous serez entendus. Puis l'autre élément que j'aurais à vous dire, bien, si vous avez envie de... plus vous allez vous inscrire rapidement, plus vous allez pouvoir choisir l'atelier qui vous convient le mieux. Donc, je pense que c'est une autre chose que j'avais à dire là-dessus. C'est bon, merci Marie, merci Caroline. Je vous invite à nouveau à poser vos questions dans le chat qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Simplement mentionner votre nom ainsi que votre provenance pour qu'on puisse pouvoir comprendre un peu mieux votre question. Donc, on aurait une première question pour vous, mesdames, en fait, qui nous provient de Nathalie Walter, qui
qui apporte une certaine précision, en fait, par rapport à l'orthophonie, en nous disant qu'en matière d'orthophonie, ce ne sont pas les professionnels qui manquent, mais bien les postes réguliers, aussi bien en santé qu'en éducation. On a un début de réflexion déjà ici. Elle nous pose une question bien intéressante. Comment s'assurer que le service soit obligatoire dans le panier de services? Je ne suis pas certaine qu'on va répondre à ça maintenant, mais est-ce qu'on peut penser que c'est le genre de questions qu'on pourra certainement aborder là, pendant l'événement? Mais tout à fait. Puis, je pense que c'est ça, c'est que les gens vont être en mesure de faire des recommandations. Si on veut que ça fasse partie du panier de service, on va pouvoir se mettre tous ensemble pour dire qu'on veut que ça fasse partie du panier de service. Je pense que ça a un peu plus d'impact que si c'est juste moi qui vais faire des représentations. Donc, on va être un ensemble, on va être capable de dire, bien, il y a 500 personnes qui se sont réunies, qui ont décidé de prioriser ces aspects-là. C'est d'autant plus important que vous soyez présents si vous souhaitez que ce soit mis de l'avant. Parfait. Donc, Madame Walter, on compte sur votre participation pour pouvoir en discuter davantage. On a une deuxième question en provenance de Julie Magnan qui nous dit quel réseau de participants attendez-vous outre la petite enfance? Est-ce que c'est un réseau quand même assez élargi qui est attendu? Mais tout à fait, c'est une ouverture large qui a été faite. D'abord à l'ensemble des membres du réseau pour un Québec famille qui compte, comme je l'ai dit tantôt, des gens des commissions scolaires, des gens aussi, on a un de nos membres qui est le Carrefour Action municipale et famille, donc les gens des municipalités qui sont déjà nombreux à être inscrits. On a les gens des services de garde, on a les gens des organismes communautaires, familles, donc des aînés aussi. Oui. Il y a aussi quelques personnes qui se sont déjà inscrites au niveau du scolaire, donc soit de commission scolaire ou d'école. Donc c'est quand même, ça couvre quand même assez bien, évidemment on en veut plus, mais ça couvre quand même assez bien tous les secteurs. Parfait, donc c'est très diversifié, Oui. là, si je comprends bien. Oui. Parfait. Il y a Linda Bossy qui nous demande, est-ce que j'ai bien compris que nous devons nous inscrire à certains ateliers et donc choisir? Oui, vous allez pouvoir participer à 2 ateliers. Chaque personne aura accès à 2 ateliers différents au cours des 2 journées. Le premier va être le lundi en après-midi, le deuxième le mardi en matinée, puis ça va se terminer par une plénière là, pour faire une remontée des éléments qu'on souhaite mettre de l'avant dans les prochains mois. Parfait. On a une autre question de Cathy Thérault qui nous demande si c'est possible d'avoir plus de détails au sujet de l'horaire du congrès. Donc, comment les journées sont articulées, début, fin? Toute l'information se retrouve sur le site sommet-famille.com. Donc, vous avez là-dedans, vous devriez trouver l'ensemble des informations et même le formulaire d'inscription. Le détail, tout est là. OK, le détail concret oui. là, est présent sur le site. Oui. Excellent. On commence à quelle heure, le 14 mai, pour nos participants? On commence à 8h30. 8h30. L'ouverture officielle va être à 9h, à 9h. Évidemment, à 8h30 pour l'accueil. Puis on attend aussi le ministre de la Famille qui va être là. Donc ça répond à une des questions en fait qu'on vient de recevoir. Madame Julie Magnan demande est-ce qu'il y aura des élus provinciaux? On a rencontré au cours des dernières semaines, on vient de faire un sondage sur conciliation famille-travail, puis on a rencontré les représentants famille de chacun des partis et ils nous ont dit qu'ils avaient l'intention d'être là. Donc, on attend toujours leur inscription. D'accord. C'est souhaité. Oui, visiblement, tout à fait. avec nos participants, oui. les questions de nos participants. Il y a Josiane Arsenault-Dubé qui nous demande est-ce que des directions d'entreprise vont être présentes à cette journée-là aussi, puisqu'on va abondamment discuter de conciliation famille-travail? Hier, on a rencontré, toujours avec le même sondage, le Conseil du patronat du Québec et puis ils semblaient intéressés aussi. On attend leur inscription. Que d'autres, mais il y a des gens que vous pouvez inviter à joindre aussi dans vos communautés. C'est certain que si l'invitation provient directement de vous, ça peut avoir plus de portée que du réseau qui n'est peut-être pas nécessairement connu dans vos communautés.
On pourrait penser, par exemple, à des chambres de commerce Oui, dans tout à chacune fait. des régions. Oui. Puis je me permettrais d'insister sur ce que Marie a dit tout à l'heure en disant que s'il n'y a pas nécessairement le mot service de garde ou éducation, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en traiter. Donc, c'est un peu la même chose pour le milieu des affaires qui parfois peut-être ne voit pas nécessairement le lien naturel parce que le mot n'est pas là. Mais effectivement, comme Marie l'a si bien résumé, ça couvre tout. Donc, tout le monde a sa place à travers les ateliers, entre autres, là, sur les thématiques, sont tous là. Parfait. Donc, je retiens de notre discussion déjà qu'au-delà de l'inscription, ça peut être intéressant pour certains de nos participants d'inviter des personnes qui jugent pertinentes pour ce sommet-là. Excellent. On n'a pas d'autres questions pour le moment, mais moi, j'en ai quand même quelques-unes pour vous. Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, par exemple, à Saint-Hyacinthe pour les 14 et 15 mai, est-ce qu'il est prévu que le sommet soit rediffusé en web diffusion? On a plutôt choisi de mettre le matériel sur le site du sommet. Donc, ce ne sera pas diffusé en direct, mais les conférences, puis la conclusion des plénières, ça va être mis là, sur le site internet sommet-famille.com. D'accord. Donc, j'en comprends qu'il y aura une espèce de synthèse des échanges qui va être diffusée en ligne, c'est ça? Oui, tout le matériel va se retrouver là, sur le site du sommet. OK. Puis, est-ce que vous avez un maître de cérémonie pour l'événement? Oui, on accueille Martine Desjardins qui commence à faire sa marque dans le domaine enfance-famille, puisqu'elle était aussi au sommet de la petite enfance. Donc, c'est elle. Puis, elle semblait très enthousiaste là, au fait d'être le maître de cérémonie du sommet. Parfait. On a une autre question de Mme Julie Magnan qui nous demande si l'événement va être capté en vidéo. Oui. Si je comprends bien, pour le contenu en ligne, en fait, peut-être pour les synthèses. Donc, il n'y a pas de web diffusion, mais est-ce qu'il y a des vidéos qui vont être produites pendant les rencontres pour les conférenciers? C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, Mme Magnan, mais si ce n'est pas le cas, manifestez-vous. La question qui tue, est-ce que c'est toujours possible de s'inscrire et si oui, jusqu'à quand? Tout à fait. Je pense qu'on va prendre les inscriptions jusqu'au 7 mai, idéalement. 7 mai, ouais. C'est sûr qu'avant le 7 mai, ça nous aiderait là, pour la planification, mais ça va être possible. On ne refusera personne là, tant que l'événement ne sera pas complet. Là. Il y a une capacité de 500 personnes attendues pour l'événement. Parfait. On est à combien à l'heure actuelle? On est 300. On n'a pas les derniers chiffres, là, mais la semaine dernière, ça a tourné autour de 300 personnes. OK. Donc, un peu plus que la moitié des participants visés. Donc, c'est encore le temps à tous les gens qui nous écoutent ce midi de s'inscrire. Le plus tôt, le mieux, de ce que j'en comprends aussi, tant pour l'organisation de l'événement que pour le choix des ateliers. Tout à fait. Excellent. On n'a pas d'autres questions. Ah oui, on a une autre question qui vient d'apparaître. Est-ce que le sommet va déboucher sur des propositions écrites qui seront remises aux décideurs et disponibles au public? Oh, mais tout à fait. Question de Mme Nathalie Walter. Tout à fait, c'est l'objectif. C'est aussi que les gens se sentent comme capables, avec ces propositions-là, de challenger les candidats qui vont se présenter pour les prochaines élections provinciales. C'est un des objectifs qu'on ne fasse pas que parler des familles, mais que les familles puissent s'exprimer puis demander ce que les candidats pensent faire avec les différentes propositions qui auront été décidées là, par les gens du sommet. Parfait. Donc, si je comprends bien, en fait, l'idée, c'est essentiellement de favoriser déjà l'échange d'idées sur qu'est-ce qu'on peut faire à différents niveaux, mais aussi de permettre d'arriver à des propositions concrètes pour inspirer nos élus, finalement. Voici ce qu'on a discuté, on était beaucoup, il y a eu des consensus qui se sont dégagés. Voici les idées qu'on a en tête que vous pourriez mettre en application. Tout à fait.
Parfait. Donc, vous avez une participante de plus. Madame Walter confirme qu'elle va s'inscrire. Merveilleux. Oui. Il y a Madame Isabelle Lamontagne qui demande comment procéder pour faire nos choix d'atelier une fois que nous sommes déjà inscrits. Question pratico-pratique. Tout se passe en ligne? Mais oui. Les choix d'atelier, c'est dans le formulaire. Là. Ah, c'est dans le formulaire. Oui. Excellent. Donc, en fait, ça m'amène à une dernière question, s'il n'y a pas d'autres questions de nos participants aujourd'hui. Si jamais des gens ont des difficultés avec leur inscription, veulent avoir plus d'informations, souhaiteraient proposer certaines choses pour le sommet, bon, donc si on a des questions, on contacte qui? Ben, vous contactez le réseau à info@québecfamille.org. Parfait. On pourra ajouter cette adresse-là dans le chat pour que tous puissent la prendre en note. Sur ce, puisqu'on n'a pas d'autres questions, avez-vous quelque chose à ajouter, mesdames? Caroline, Marie? Au plaisir de vous voir. Oui. De vous accueillir. Je pense que ça va être ça fait très longtemps qu'il y a eu ce genre d'événement-là concernant la famille. Fait que je pense qu'on est en train de repartir une tradition dans ce sens-là. Fait que on espère vous voir en grand nombre. Et on est très enthousiaste d'entendre vos idées, vos expériences et votre expertise aussi sur les sujets qu'on va aborder ensemble. Tout à fait. Bon, merci Marie, merci Caroline. Merci à vous les participants. Pour terminer, en fait, je vous rappelle que le webinaire sera disponible en ligne si jamais vous avez manqué certaines portions ou vous souhaitez partager le webinaire à d'autres personnes de votre entourage. Ce sera possible sur la plateforme agirto.org, comme d'habitude. Je vous invite également à remplir l'évaluation du webinaire qui vous sera acheminée par courriel. C'est toujours utile pour nous de pouvoir améliorer notre formule. Merci beaucoup et on espère vous voir en grand nombre au sommet de la famille.